Bonsoir, nouvelle édition du 7-8 politique sur TV 78. Merci de nous rejoindre. Deux invités aujourd'hui. Eddy Haït, président du Parti radical gauche des Yvelines. Il est désormais sous la même bannière que les radicaux de droite. Le mouvement radical, social et libéral est né le mois dernier. Que faut-il en attendre? Et puis avec Flora Sabag en seconde partie d'émission, la présidente des Jeunes Républicains des Yvelines, nous parlerons de l'avenir de sa formation. Elle fait partie de la jeune garde. Quel regard porte-t-elle sur l'élection de Laurent Wauquiez et le départ de certains cadres? Nous accueillerons aussi en plateau des lycéens de Montigny-le-Bretonneux, élèves de Terminale ES. Ils jugent l'action des élus. Nous parlerons plus particulièrement aujourd'hui du renouveau de la vie politique française. Eddy Haït, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi le président du groupe radical au Conseil régional des Yvelines, co-délégué du mouvement radical des Yvelines. Fin décembre, vous avez déclaré à nos confrères du Parisien: les Yvelines pourraient être un formidable laboratoire pour le mouvement radical. Ça, c'était il y a un mois et demi. Un mois et demi après, est-ce que les choses se mettent en place? Oui, les choses se mettent en place. Les choses avancent depuis la réunification des deux familles radicales le 9 décembre, une date symbolique pour le radicalisme en France. Nous nous organisons, nous avons tenu notre premier comité national il y a quelques jours. Nous organisons les fédérations, nous organisons le débat national autour de groupes de travail. Nous allons travailler à construire une nouvelle force politique du centre en France en général et dans les Yvelines en particulier. Les radicaux de gauche et de droite se sont unis sous la même bannière, ce mouvement radical, social et libéral. C'est un peu un retour aux sources, puisque la séparation datait tout de même de 1972. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a des valeurs et des points communs qui vous en rapprochent, et si oui, quelles sont ces valeurs et ces points communs? Il y avait de façon certaine une certaine convergence aujourd'hui, programmatique, pour ne pas dire idéologique, qui était perceptible. La recomposition politique qui est en œuvre depuis l'élection du président de la République nous a obligés à dépasser ce qui pouvait nous obliger parfois à rester dans nos alliances traditionnelles. Le Parti socialiste d'un côté, l'UMP ou l'UDI de l'autre pour nos cousins valoisiens dits de droite. Donc ce travail a été fait, nous nous retrouvons. Il y a aujourd'hui des points de débat sur des questions d'ordre sociétal, mais nous avançons sur l'essentiel, la réforme institutionnelle, les questions économiques, les questions d'humanisme et liées aux questions sociales. Ça veut dire qu'une union avec le PS, les socialistes, c'est définitivement terminé? Il n'y en aura plus? Il y a une chose qui est certaine, c'est que nous affirmons notre indépendance. Nous sommes un parti qui est uni par la réunification, ouvert parce que nous ne comptons pas rester en un entre-soi bienveillant, puisqu'il n'aurait aucun sens aujourd'hui vu les défis politiques qui s'annoncent, mais surtout une indépendance réaffirmée vis-à-vis de nos alliés traditionnels. Aujourd'hui, nous allons travailler sur des accords et des majorités d'idées et de projets. Du côté de l'UDI, cette union n'a pas fait non plus l'unanimité. Pourtant, l'UDI est un membre important. Oui, alors le Parti radical valoisien était membre de l'UDI. Il a décidé d'en sortir. L'UDI, il est normal qu'il voit ça d'un mauvais œil, de la même façon que le Parti socialiste aurait souhaité continuer à ce que nous soyons son partenaire privilégié. On a décidé d'affirmer notre indépendance. On fait un pari, et c'est pour ça que j'ai qualifié les Yvelines pouvant être un laboratoire pour le mouvement radical, compte tenu déjà de sa composition politique, de son ouverture au centre, de sa tradition à droite, et d'une faible représentation à gauche aujourd'hui sur aux différentes échéances électorales. Donc nous avons à reconstruire, avec le centre droit, avec le centre gauche, une nouvelle force politique du centre, mais je dirais du centre humaniste, social et libéral. Mais alors, quitte à sortir du clivage gauche-droite, pourquoi pas une alliance directement avec La République En Marche? Alors, je ne vous dis pas qu'on fait fi du clivage droite-gauche. On décide de le dépasser pour se retrouver. Nous sommes ni La République En Marche, ni France Insoumise. Nous sommes aujourd'hui dans une démarche critique quand les choses s'imposent et dans une démarche constructive quand elles doivent l'être. Aujourd'hui, nous ne sommes pas membres, je dirais, d'une coalition de partis comme le MoDem peut l'être avec République En Marche, parce qu'il n'y a pas eu d'accord sur cette base-là. Le mouvement radical compte 2 ministres au gouvernement qui portent aujourd'hui une voix singulière, mais il n'y a pas, d'un point de vue, je dirais, des accords d'appareil, comme ça existe entre République En Marche et MoDem, d'accord avec le mouvement radical. Mais la question, elle est de savoir si on souhaite ou pas la réussite de la France. Je veux dire, le président de la République doit comprendre quand les choses ne vont pas. Nous l'avons exprimé sur la circulaire Collomb, nous l'avons exprimé sur les questions liées au logement et la baisse des allocations logement. Nous le soutenons quand il reçoit des chefs d'entreprise, quand il reprend l'initiative sur le dérèglement climatique. Voilà, là nous apportons notre vision. Et nous sommes profondément en désaccord avec la vision de la laïcité telle qu'il l'exprime aujourd'hui. Mais Laurent Hénart, qui est le maire de Nancy, qui co-préside votre mouvement, nourrit le projet d'une collaboration avec ce parti présidentiel. Il l'a déclaré. À lui de voir s'il veut construire un programme sur un seul parti gouvernement ou si plusieurs partis qui peuvent avoir des divergences mais des valeurs communes peuvent travailler ensemble. Donc, moi, on peut tout dire tant qu'on garantit l'indépendance. C'est-à-dire qu'on ne
s'inféote plus à une formation politique et qu'on ne se rend plus dépendant sur le plan électif de cette formation politique. Maintenant, Laurent Hénart a posé un élément dans le débat. Ça a d'ailleurs fait débat à notre comité national. Il n'y a aujourd'hui pas de décision prise sur on soutient pas, on s'allie pas. La question, elle n'est pas celle-ci. On a une année pour se construire aujourd'hui et préparer une échéance majeure qui est celle des élections européennes, sur laquelle vous pensez bien que le mouvement radical, qui est un parti européen, fédéraliste, très attaché à la construction européenne, sera positionné d'une façon ou d'une autre. Donc il y aura des listes indépendantes de ce mouvement radical, pas forcément sur les européennes? Là, le conseiller régional que je suis, le membre du comité national du mouvement radical que je suis également, plaide, lui, à titre personnel, pour des listes indépendantes aux élections européennes du mouvement radical, social et libéral. Parce qu'on en aura besoin déjà pour que nos militants, nos élus se créent une culture commune du militantisme nouveau qu'on leur demande avec cette nouvelle formation. Et puis je pense qu'il faut, le scrutin national est une opportunité, puisque nous ne sommes plus sur des scrutins régionaux pour les européennes, aller porter notre message particulier sur l'ensemble du pays. On parle de l'Europe, point important également pour votre mouvement, immigration, retraite, entreprise, réforme institutionnelle, ce sont les valeurs, les points fondamentaux. Oui, des points sur lesquels on posera des éléments au débat et sur lesquels notre soutien, sur lesquels les parlementaires, les sénateurs de notre mouvement devront se positionner et qui pourront être soit des points de rassemblement, soit des points de clivage. Mais je vous dis, par exemple, la laïcité en est un. Aujourd'hui, on ne considère pas qu'il y a des laïcs radicaux chez nous. Il y a la loi 1905, il y a une république laïque. Ça doit s'appliquer, on n'a pas à négocier avec ça. Et si on prolonge un petit peu, on parle des européennes, les municipales, vous y pensez aussi? Les municipales, il n'y a pas de raison qu'on n'y pense pas, puisque la République en marche y pense de façon très importante. Aujourd'hui, les choses doivent se poser sur le territoire, mais le mouvement radical a une force, c'est qu'il est composé de plusieurs milliers d'élus locaux. Des élus locaux qui portent des politiques publiques dans les collectivités locales et territoriales. Donc il va falloir que cette mouvance idéologique et politique et ces politiques publiques que nous portons se retrouvent à l'occasion des prochaines séances municipales, oui. On va profiter de votre présence pour évoquer un autre sujet d'actualité. Vous êtes conseiller régional et vous regrettez toujours le retrait de la candidature de la France pour l'exposition universelle de 2025. Le site de Paris-Saclay était candidat, c'est une mauvaise chose? C'est déjà sur la forme une décision surprenante. Elle est brutale, unilatérale, sans aucune concertation avec les territoires concernés qui ont pris des positions en faveur de l'exposition universelle de 2025. À la région, je préside un groupe. Nous avions porté avec l'UDI à l'époque des combats communs et c'était sous la mandature de Jean-Paul Huchon. On avait porté un vœu, une motion pour que la région s'engage derrière le projet d'exposition 2025. Ça a été fait. Des territoires entiers, le plateau de Saclay, ont décidé qu'il fallait porter. Et ça envoyait un message fort sur la nécessité de tenir le calendrier des infrastructures de transport. À qui on va faire croire que la France, qui va accueillir les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby et d'autres événements encore, ne serait pas capable d'avoir l'ambition nécessaire de se donner les moyens d'accueillir l'exposition universelle 2025. C'est bien dommage d'avoir cassé cet élan et d'avoir encore ajouté à la confusion et à l'incompréhension des élus locaux. Ce qui veut dire que vous avez aussi des craintes quant aux annonces qui vont être faites concernant la ligne 18, par exemple. Mais très clairement, que ce soit la ligne 18 comme la vision du Grand Paris en général et du Grand Paris Express en particulier. D'ailleurs, mon groupe a adressé un courrier il y a quelques jours à Édouard Philippe, co-signé par un certain nombre d'élus, pour que nous puissions être reçus afin de lui faire part de notre étonnement, mais aussi de nos propositions pour que la situation se débloque. Si cette ligne 18, si ce Grand Paris ne voyait pas le jour, ce serait un échec pour ce territoire et ça mettrait le territoire en difficulté? C'est un échec pour le territoire, mais c'est aussi surtout une grande déception pour les Franciliennes et les Franciliens en général et les Yvelinois qui attendent ces infrastructures de transport. Ils en ont besoin pour se déplacer, pour les loisirs, mais pour le travail. Aujourd'hui, nous avons des axes routiers saturés. Nous sommes dans une situation écologique et climatique dramatique. Et donc, il faut des solutions alternatives et propres. Et les transports urbains et le Grand Paris Express sont des solutions qu'il faut à tout prix tenir. Mais il faut le financer. Oui, bien sûr. Mais l'État a un rôle à jouer. Enfin, je veux dire, l'État, il doit organiser. L'État, s'il est capable de réunir 150 grands chefs d'entreprise au château de Versailles, il doit pouvoir tenir les défis des transports urbains pour le pays. Eddy Haït, merci. Je vous propose de rester sur le plateau pour la séquence qui va suivre. Nous accueillons maintenant Clémence qui va nous rejoindre, qui était lycéenne, élève de terminale ES au lycée Milite de Breteuil. Bonjour à vous, bienvenue sur ce plateau. Vous intervenez avec vos collègues du lycée de Montigny-le-Bretonneux pour parler un peu de politique. Comme ça, on a un regard jeune sur ce renouveau politique justement qui s'est opéré. Et c'est la thématique que vous avez souhaité aborder aujourd'hui, ce renouveau politique. Oui, en effet. Pour les jeunes, croyons-nous en tant que jeunes citoyens, à un renouvellement de la vie politique. Il y a quelques années, maintenant, nous sommes face à un désintérêt croissant de la vie politique en France, de la part de la population en général, mais surtout des jeunes. Et
un fort désir d'un renouvellement politique. Le premier tour des présidentielles a montré un fort désintérêt et un fort désintérêt pour la politique. Vous-même, vous étiez concerné, intéressé par cette élection politique ? Oui, j'ai beaucoup regardé. Et on voit que les partis traditionnels ont été laissés de côté pour choisir en majorité de la part des jeunes les partis plus radicaux, comme Jean-Luc Mélenchon, avec environ 30% des voix des 18-24 ans, et Marine Le Pen, avec 21% des voix. Puis, au second tour, c'est Emmanuel Macron qui remporte les élections parmi les jeunes avec 66%, selon les chiffres de l'Ipsos. Et on voit ici un espoir pour les jeunes à un futur, à un avenir politique. En effet, Emmanuel Macron peut représenter pour nous une figure de renouvellement, car c'est un président assez jeune, dynamique, qui s'intéresse à l'avenir, à les problématiques qu'encontrent les jeunes. Il propose des réformes intéressantes, notamment celle d'APB, qui était nécessaire aujourd'hui. Système pour pouvoir s'inscrire dans le supérieur, qui aujourd'hui est remplacé par ce système Parcoursup. Exactement, oui. Et j'ai néanmoins une petite question pour rebondir sur ce que vous disiez. Vous n'avez pas pu voter lors de l'élection la dernière fois, vous étiez encore un peu trop jeune. Mais cette élection, vous l'avez vécue comment ? Vous l'avez vécue, comme vous le dites, comme un espoir de renouveau, de voir qu'un président jeune était élu, en dehors des partis traditionnels ? Je suis tout à fait positive sur le renouvellement politique. Je pense qu'aujourd'hui, on peut croire à ce renouveau dans la manière de penser, d'être représenté. Aussi de la part du législatif. On voit qu'à l'Assemblée nationale, 75% des sièges ont changé d'occupants. Et beaucoup plus de femmes, beaucoup plus de jeunes personnes sont maintenant représentants. De la part des ministres, on a beaucoup de personnes qu'on ne connaissait pas, enfin pour ma part, que je ne connaissais pas avant. On laisse la main à des personnes qu'on ne connaissait pas, mais je pense qu'on peut leur laisser la confiance, leur donner confiance. Au moins le bénéfice du doute sur ce début de mandat. Cela semble très positif. Est-ce qu'il y a des points néanmoins qui font que vous tempérez un petit peu ces espoirs ? Oui. Le renouveau des représentants politiques ne veut pas forcément dire le renouveau de la culture politique. J'ai sondé un petit peu ma classe de sciences politiques et en effet, certains d'entre eux pensent qu'au niveau des faits et de la manière de gouverner, il y aurait encore des progrès peut-être à faire. Dans les représentants, on retrouve beaucoup de personnes issues des entreprises. Et on pourrait se demander si gouverner un pays serait comme mener une entreprise. Et plus de diversité en fait dans les représentants, dans ceux qui y siègent et dans ceux qui sont au gouvernement par exemple. Voilà. C'est ça qui est attendu. On espérait peut-être plus de diversité. Renouveau de la classe politique, pas renouveau forcément de la culture politique. Quand vous entendez ça, vous vous dites qu'il y a un mouvement qui s'opère néanmoins et qu'il y a quand même encore un peu d'espoir chez les jeunes aussi sur du changement. Moi, je remercie Clémence parce qu'elle exprime quand même les attentes d'une partie de la jeunesse et puis c'est surtout la forte expression du besoin de renouvellement. D'abord, il y a eu une partie de réponse là avec l'élection législative. Certains l'ont pas vu venir et se sont fait sortir. Donc il y a eu effectivement plus de femmes, plus de diversité dans les professions et des gens qui n'avaient jamais fait de politique ou jamais exercé un mandat. Et ça, je veux dire, on peut s'en moquer, mais c'est une réelle revitalisation du tissu politique. Maintenant, il faut que la culture politique effectivement se renouvelle et que les pratiques soient différentes. Ça reste quand même quelque chose qui apparaît encore assez inaccessible de l'extérieur. Les codes paraissent trop difficiles et trop complexes encore, mais
moi, quand je vois Clémence, je me suis engagé à son âge. J'ai été élu à 26 ans, maire à 32 ans. Il faut y aller à un moment donné. Ça, il y a toujours plus jeunes derrière vous qui vous poussent pour prendre la place, et il y a toujours des plus anciens devant vous qu'il faut pousser pour prendre la leur. Donc, faut pas hésiter. Tant que vous êtes sûr de vos idées et que vous servez l'intérêt général et que puis vous êtes profondément républicain et démocrate. Voilà. Un engagement en politique ? Vous y pensez ? Vous êtes engagé en politique ? Pas vraiment, mais c'est vrai que depuis quelque temps, comme je suis les enseignements de sciences politiques au lycée, je m'intéresse de plus en plus à ce qu'il se passe dans le pays. Le soir, les émissions politiques m'intéressent. Et je pense qu'il faudrait mettre en place plus d'informations au niveau des jeunes, généraliser l'information et pas seulement pour les ES, pour que les jeunes soient plus au courant aussi de la politique et se donner une idée, car quand je leur demande qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la politique et pensez-vous qu'il y a un renouvellement, on ne me dit pas forcément oui ou non, mais plutôt on ne sait pas où se positionner. Il faut aussi un accompagnement, c'est aussi le rôle de l'éducation, néanmoins d'intervenir dans le respect de la pluralité, bien sûr, diversité politique. Merci beaucoup Clémence, merci à votre établissement, au lycée Émilie de Breteuil de Montigny-le-Bretonneux, et merci à Eddy Haït d'être venu nous parler principalement de ce rapprochement des radicaux de droite et de gauche, mais pas seulement. Merci à vous deux. L'émission se poursuit, 7-8 politique, avec une nouvelle invitée. Seconde invitée de ce 7-8 politique qui nous a rejoint, Flora Sabag, bonjour. Et bienvenue. Vous êtes présidente des Jeunes Républicains des Yvelines, vous avez 23 ans, vous incarnez la relève de votre parti qui doit se reconstruire depuis la déconvenue des élections présidentielles et législatives. Aujourd'hui, les ténors des Républicains au niveau national quittent le parti, ou en tout cas sont sceptiques. Au niveau local, il va falloir encore attendre un peu pour désigner un nouveau leader. Est-ce que vous gardez malgré tout confiance ? Bien sûr, on garde confiance et on doit garder confiance pour les nombreux sympathisants et adhérents qui, tous les ans, contribuent à faire vivre notre mouvement, à faire vivre les idées de notre famille politique. Et c'est important que nous ayons, je pense, dans notre pays, un débat d'idées, un débat pour la démocratie. Donc oui, on doit contribuer à faire vivre cette droite républicaine en France et dans nos territoires, notamment dans les Yvelines. J'évoquais les départs des leaders, de certains leaders emblématiques, des Républicains, aussi bien au niveau national. Après, on pourra s'attarder sur le niveau local également, puisque David Douillet, l'actuel président, toujours conseiller régional, qui a été battu aux élections législatives, a pris un peu de recul et n'assure plus vraiment sa mission de président et de fédérateur. Aujourd'hui, vous en pensez quoi de ces départs ? Même Alain Juppé, par exemple ? Écoutez, il y a un certain nombre de personnes qui, je pense, ont fait leur temps en politique. On parle souvent effectivement des cadors qui partent, mais on ne parle pas de toutes les nouvelles pousses qui arrivent dans notre famille politique, les nouveaux talents. On a eu en 2017, avec l'élection législative, un certain nombre de jeunes élus, parlementaires ou élus locaux plus en amont, qui également ont rejoint notre famille, et cela on n'en parle pas, et je pense que c'est tout aussi important d'en parler que des départs. Laurent Wauquiez, président. Est-ce que c'était votre candidat ? C'est aujourd'hui votre président pleinement ? C'était mon candidat et je suis pleinement heureuse qu'il ait été élu avec un large score qui a permis de lui donner une légitimité et qui va nous permettre de rebondir. On a un chef, un cap, avec un projet, une vision, et aujourd'hui on a toutes les clés en main pour rebondir et aller de l'avant pour les futures échéances électorales. Il est présenté néanmoins comme clivant, Laurent Wauquiez. Non, je ne pense pas qu'il soit clivant, je pense qu'il soit ferme dans ses positions. Il est déterminé, il a une vision de son pays, de la droite que nous devons avoir dans les années à venir. Et je ne pense pas qu'il soit clivant, non. Être membre des Républicains, ça signifie quoi aujourd'hui ? Ça veut dire quoi être républicain aujourd'hui ? Être républicain, c'est être attaché aujourd'hui à un certain nombre de valeurs qu'on défend dans nos territoires et en France, que ce soit le travail, le mérite. Aujourd'hui, l'attachement à une certaine identité, vouloir faire aimer la France. Aujourd'hui, nous avons besoin de défendre ce que nous sommes. Nous voyons bien que nous sommes dans une période aujourd'hui de remise en question. Et donc c'est ça aujourd'hui, être républicain, c'est assumer un certain nombre de principes et de valeurs qu'on veut porter auprès de nos concitoyens. Quitte à durcir le ton sur certains des sujets, par exemple ? Parce que je reviens sur ma question concernant Laurent Wauquiez et quelquefois son aspect peut-être clivant, on le dit peut-être plus proche d'une droite dure. Est-ce qu'aujourd'hui, la droite, en France, les Républicains, doivent représenter une droite dure ?
Là encore, c'est vous qui interprétez une droite dure. Les Républicains ont vocation à être un parti pluriel. On rassemble une aile plutôt libérale conservatrice avec Virginie Calmels et une aile plutôt gaulliste sociale avec Damien Abad ou Laurent Wauquiez. Et c'est la vocation de notre famille politique que de rassembler ces différentes sensibilités. Et aujourd'hui, je crois que nous avons besoin de ces différents points de vue pour faire vivre notre mouvement. Est-ce qu'il faut une porosité avec l'extrême droite aussi ? Absolument pas. Il n'y a pas de porosité. Nous avons nos idées qui ont toujours été celles d'une droite républicaine et ferme sur ses principes. Après, que l'extrême droite reprenne certains de nos sujets, libre à eux. On parlait de vous, parliez d'être clair sur des principes, affirmés. Quels sont ces grands principes ? C'est quoi ? C'est la famille ? C'est des questions de société sur lesquelles il faut être clair aussi aujourd'hui ? Les questions société, les questions sociétales, les questions culturelles, les questions identitaires, les questions régaliennes et les questions économiques. Je ne pense il ne faut pas délaisser ces questions à Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on peut prouver qu'on peut avoir des idées beaucoup plus poussées, beaucoup plus innovantes, qui vont beaucoup plus loin dans la réduction des déficits et des dépenses publiques. Et aujourd'hui, cette droite courageuse, nous sommes aujourd'hui le seul parti à avoir cette alternative. Et ce qui est fait aujourd'hui par Emmanuel Macron, la politique qui est menée, quels sont les points faibles selon vous ? On voit bien que sur le plan économique, il ne va pas. Il est dans la demi-mesure aujourd'hui, beaucoup dans les mesures homéopathiques. On voit que les résultats sur les déficits et la dette ne sont pas encore démontrés. Après, nous sommes en début de mandat, donc nous verrons bien sur le délai est un peu court long. Pour voir les effets. C'est encore un peu court pour juger. On jugera sur pièce. J'en reviens à votre action de militante. Aujourd'hui, sur le terrain, comment vous vivez cette situation aussi avec les autres membres de votre fédération, les autres membres des Jeunes Républicains ? Est-ce qu'il y a eu aussi des départs en cette période un peu trouble ? Oui, comme un peu partout en France, il y a eu quelques départs. Forcément, quand on est dans une période de flou, c'est compliqué de pouvoir aller de l'avant et de donner un cap aux jeunes. Aujourd'hui, avec l'élection de Laurent Wauquiez, on voit qu'il y a quand même une dynamique qui reprend. J'espère que cette dynamique, elle va être prise dans les territoires. Parce qu'aujourd'hui, le Parti national, c'est la locomotive, mais derrière, il y a tous les wagons et toutes les fédérations dans les territoires. Et c'est ça le défi pour demain, ça va être d'arriver à refaire vivre l'élan militant dans ces fédérations. En tant que militante, c'est compliqué sur le terrain ? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, je baisse les bras, ça va être trop dur de refédérer ? Est-ce que vous vous êtes aussi posé des questions sur un changement de parti ? Certains font le choix de ne pas avoir de parti, catalogué divers-droite, on va dire. Est-ce que vous vous êtes posé ces questions-là ? Bien sûr que c'est compliqué, comme j'imagine, comme l'autre grand bloc qui est le Parti socialiste, qui a connu aussi des défaites cuisantes. On a forcément une remise en cause et on doit se remettre en question sur un certain nombre de sujets. On a tous par moments envie de baisser les bras, mais je pense que notre parti a encore beaucoup à dire, beaucoup à démontrer, et on voit bien qu'il y a quand même encore la persistance d'un socle de valeurs de droite aujourd'hui dans nos territoires. Et on a un certain nombre d'élus locaux qui aujourd'hui sont affiliés républicains et qui ont un bilan, qui ont une gestion, qui ont une bonne gestion dans leur commune. Et aujourd'hui, c'est sur tous ces points qu'on peut faire valoir, qu'on peut mettre en avant. Et je pense que les jeunes en particulier ont tout à gagner à relancer la machine militante pour les prochaines échéances. On a évoqué tout à l'heure le cas de David Douillet, le président jusqu'à aujourd'hui, en tout cas encore aujourd'hui, de la Fédération des Yvelines des Républicains. Il n'est plus présent sur le terrain, il a pris du recul, il ne sera pas candidat pour une nouvelle présidence en tout cas, mais il reste conseiller régional pour l'instant. Vous regrettez son absence sur le terrain, ne serait-ce que pour passer le flambeau ? Oui, je regrette beaucoup cette attitude. Quand on est un chef, on assure du début jusqu'à la fin sa mission et on tire les conséquences ensuite éventuellement d'une élection ou d'une défaite, ce qui n'a pas été fait. Et je trouve un peu ça dommageable de laisser une fédération en plan quand on est président d'une telle fédération des Yvelines. Qui pour prendre le relais ? Qui pour prendre le relais ? Vous avez un candidat, un nom, une candidate ? Je pense que les personnes qui sont intéressées par la présidence se prononceront en temps voulu. On a évoqué dans les médias Pierre Bédier. Je pense qu'aujourd'hui, tout à fait. Je pense que Pierre Bédier aujourd'hui a toutes les qualités humaines et politiques pour rassembler notre famille politique et lui redonner de l'allant et de l'élan dans notre département. Donc, naturellement, je soutiendrai Pierre Bédier s'il se présente. Pour autant, c'est pas un homme neuf en politique, Pierre Bédier.
Ce n'est pas un homme neuf, mais on a aussi besoin d'hommes de qualité et d'expérience. Et Pierre Bédier a aujourd'hui envie de transmettre aussi, de transmettre le flambeau, mais d'une autre manière, en nous apprenant à nous jeunes comment faire de la politique. Et c'est important d'avoir aussi ces points de repère historiques dans notre département à qui on doit beaucoup. Sachant qu'il faudra rapidement se mettre en route après, il y a d'autres échéances électorales qui vont arriver, 2019 européenne, 2020 en tout cas pour l'instant les municipales, sauf si c'est reporté. Oui. Ça veut dire que rapidement il faudra s'organiser sur le terrain. Dès le président désigné, ce sera à la fin de l'année, de cette année civile, il faudra rapidement se mettre en marche sur le terrain. Oui, il faudra rapidement... En marche, ça vous fait sourire, mais il faudra... En route. Nous avons des élections qui vont arriver rapidement, les européennes, et nous allons avoir un débat interne aussi qui sera important, puisque... il faut que nous ayons une ligne tranchée pour aller aux européennes, ce qui n'a pas toujours été le cas dans notre famille politique. Donc on va devoir se mettre rapidement en route, rapidement retourner sur le terrain, et on voit que les militants aujourd'hui, ils ont envie de ça, ils ont envie d'aller retourner à la reconquête et à la rencontre des Français. Une dernière question. Nicolas Sarkozy qui fin janvier rencontre une dizaine de jeunes élus des Républicains. L'ancien président de la République a toujours un pied dans la politique. Vous espérez son retour éventuel? Est-ce qu'il peut encore apporter des choses à votre famille politique? Je pense qu'il l'a très bien dit, il ne reviendra pas en politique. Aujourd'hui, il peut plus nous aider dans un rôle de conseil et un peu avoir un regard extérieur sur la politique. Et c'est ce regard qui va nous permettre, je l'espère, de remporter les prochaines échéances électorales. Son analyse, son regard, son expertise, tout à fait, sont nécessaires. Voilà, c'est une autre manière de faire de la politique aussi, en nous conseillant et en faisant aussi peut-être contribuer à émerger une future et prochaine génération. Merci à vous d'être venu pour ce 7-8 politique. Rendez-vous en février pour une nouvelle émission avec de nouveaux invités. D'ici là, l'actualité politique est bien évidemment à suivre au quotidien dans le 7-8 journal sur TV78. Replay de cette émission dès à présent sur notre site internet.